Donc, c'est parti. Parfait. Du coup, bienvenue à tous pour la 5e session du Data Tribe France. Aujourd'hui, du coup, ça fait maintenant, je crois, ça fait 2 mois depuis la dernière session. Cette fois-ci, on a encore pas mal de sujets intéressants à proposer. Mais avant ça, petit point du coup sur les règles classiques du Data Tribe. L'idée, c'est qu'on enregistre la session pour la poster sur YouTube, sur la chaîne du Data Tribe, comme ça tout le monde peut en profiter, même ceux qui n'ont pas pu se libérer sur le créneau. L'idée, c'est d'éviter tout ce qui est données confidentielles, bien entendu, donc en fait, données de production et compagnie. On essaie de faire un maximum de démos sur des dev.org et autres avec des données fictives, bien sûr. Et sinon, concernant les fonctionnalités dont on parle, il faut faire attention parce que parfois on parle un petit peu de choses en avance ou qui ne sont pas encore disponibles. Donc, toujours bien vérifier que les fonctionnalités que vous souhaitez implémenter en production sont disponibles actuellement et que vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je ferai le relais pendant la session et puis faites en sorte d'avoir vos micros en mute pour éviter de gêner ceux qui présentent. Sinon, pour la session d'aujourd'hui, donc après mon petit mot de bienvenue, on va passer droit dans des sujets ultra intéressants avec Stéphane qui va nous présenter des fonctionnalités sous-utilisées sur Tableau CRM. On connaît tous des petites fonctionnalités qui fonctionnent comme les vues sauvegardées ou autres, et c'est des trucs où parfois sont un peu sous-utilisés sur des projets, et je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir une vue globale à ce niveau-là. Et ensuite, on passera la main à Jade qui va nous présenter les widgets Maps et les GeoJSON sur Tableau CRM. Donc, je passe la main à toi, Stéphane. Merci. Alors, je vais présenter mon écran. Du coup, dites-moi dès que vous voyez quelque chose. Good. Tout bon? Tout bon, tout bon. Alors, effectivement, on m'avait dit qu'il y avait certaines fonctionnalités qui étaient un peu plus méconnues et que, du coup, c'était la peine de refaire une petite passe. Donc, on avait déjà parlé de la partie Views. Donc, je vais me positionner sur un dashboard pour expliquer qu'est-ce que c'est que les vues. C'est actuellement issu d'un client français dans le domaine de l'assurance qui a eu un besoin très précis en lui disant nous, on a pas mal de membres d'équipe qui peuvent changer, mais que du coup, le manager, il a un peu marre de refaire les filtres, chercher le nom de 30 personnes parmi une liste assez nombreuse, exemple ici présent, et que ce serait sympa si on pouvait sauvegarder une combinatoire de filtres pour chaque business user pour qu'il puisse revenir dessus, avec bien sûr la capacité de l'éditer. Chose faite depuis quelques bonnes versions déjà dans le produit, c'est que si je souhaite choisir un peu un combinateur de filtres, donc je vais sélectionner, je sais pas moi, ces gens-là, plus une certaine catégorie de forecast ou un type d'opportunité, peu importe. Voilà. Et bien sûr, une fois qu'on fait ça, il y a un petit bouton qui va s'afficher en haut à gauche, le Modified, qui va nous inviter à sauvegarder la vue, qui va s'appeler ma vue, où on peut bien sûr utiliser des conventions de nommage, le territoire France Sud, enfin bref, voilà, pour refléter en fait ce qu'on va avoir comme combinateur de filtres. On peut mettre cette vue par défaut. Et bien sûr, par la suite, vous voyez que ici, je vais avoir en fait les différentes vues. Je vais pouvoir manager les vues, donc les différentes vues qui sont disponibles, les éditer, modifier les filtres, le cas échéant, etc. Bon, ce qui nous évite bien sûr de multiplier des dashboards parce que tel ou tel utilisateur a souhaité avoir une version un peu différente des filtres ou des starting filters en fait dans le dashboard. Donc, petite nouveauté aussi, mais ça c'est à titre de roadmap, c'est que justement on nous a dit c'est génial tout ça, mais est-ce qu'on pourrait prédéfinir des vues à tous les utilisateurs? Genre, quand il se connecte, qu'il aille directement sur les données à lui, sur son nom à lui, sur son territoire à lui, bref, voilà. Et oui, ce sera bientôt disponible. Alors, pour vous expliquer où, il faudrait que je trouve, voilà. Hop. Donc, on a une autre nouveauté qui s'appelle les collections, qui est une autre façon de s'organiser, parce qu'on s'est rendu compte que juste les folders,
c'est bien, mais c'est pas assez. Donc, des fois, on veut dire, bah, je veux faire du pika-pika à droite à gauche sur les dashboards pour assembler ce qu'on appelle une collection qui peut bien sûr avoir des dashboards qui viennent de folders différents. Donc voilà, c'est ici, donc collection. On peut mettre bien sûr des couleurs, histoire de s'en sortir un peu plus. Hop. Et ensuite, bien sûr, dans cette collection, donc, on va pouvoir rajouter des choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Bien sûr, toutes sortes de dashboards. Donc, soit on le rajoute comme ça, voilà. Soit on peut aller, bien sûr, à certains items, donc par exemple le dashboard, bien sûr, ou des lances, bientôt des datasets, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? On voit en fait plusieurs possibilités. Donc, bien sûr, toutes les choses qu'on avait avant. Le rajouter aux favoris, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas. Le cacher. Donc, ça aussi, c'est très utile. Par exemple, on veut mettre à disposition des utilisateurs un ensemble de dashboards, par exemple, sur un portail communauté de Salesforce. Et justement, le business vous dit, bah, en fait, c'est bien, mais je veux cacher les datasets parce que si jamais les gens ils vont s'amuser à créer leurs propres analyses. Très bien. Bah, du coup, ce qu'on peut faire maintenant, ça c'est assez pratico-pratique, c'est qu'on peut cacher tout simplement les datasets dans l'application en question. Pour vous, bien sûr, en tant qu'administrateur, ils seront toujours là, mais l'utilisateur n'y verra que du feu côté dataset. Il verra que les dashboards. Voilà. Et voilà, ça évite de faire ça. Mais bien sûr, pour revenir à nos histoires de collection, voilà, je vais rajouter à ma collection tel dashboard. Donc bientôt, les vues, des choses qu'on a vues donc ici, dans les différentes vues sur un dashboard. Hop, je vais juste permettre l'accès à la prochaine personne. Donc les vues, en fait, une fois qu'on a modifié des choses, vous voyez ici les différentes vues, on va pouvoir maintenant les rajouter à une collection. Et cette collection, on va pouvoir la partager avec d'autres utilisateurs. Donc ça sera disponible a priori dans la prochaine version. Donc ça va répondre donc du coup à la question comment je fais pour justement que ces vues soient partagées entre les différents utilisateurs, mais aussi peut-être définir une vue au niveau de tous les utilisateurs. Donc ça c'est une petite idée. La deuxième fonctionnalité que effectivement on a vu qui est assez peu utilisée aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison, c'est ce qu'on appelle les notifications. Il faut expliquer bien sûr au business user que s'il souhaite suivre un KPI, il y a plusieurs façons de le faire. La première façon de le faire, c'est voilà, ce qu'on appelle les notifications. Donc, quand le KPI qui est là, ou d'ailleurs d'autres KPI qui pourraient se cacher derrière, respectent un certain nombre de conditions, en dessous de 60 millions, vous voyez que ça reflète automatiquement tous les filtres qu'on a pu faire par ailleurs dans le dashboard. D'accord? Donc, on peut se mettre des notifications sur divers et variés combinateurs de filtres appliqués à un KPI, en soi. Ensuite, bien sûr, je me mets la fréquence. D'accord? Ensuite, une autre petite nouveauté, c'est que je peux avoir ces notifications à moi, mais aussi à certains de mes collègues ou mon groupe de travail, si je le souhaite. Donc voilà, je peux rajouter d'autres personnes en fait pour recevoir ces notifications. Et ensuite, je vais l'activer, tout simplement. Voilà, donc je vais faire Save, en espérant que je n'ai pas dépassé le nombre. Donc voilà, donc il y a un nombre de notifications maximum pour chaque utilisateur qui est de 20 actifs à un instant T. Ensuite, où est-ce qu'on va suivre ces notifications? Tout simplement, je vais sur mon écran d'accueil et je vois Notification. Et vous voyez en fait qu'ici, il y a une espèce de cockpit qui va se créer automatiquement. Ce qui est très pratico-pratique pour chaque utilisateur, dans la mesure où il définit lui-même les points d'intention qu'il veut avoir, jusqu'à 20. Donc les 20 ils vont être justement mis ici à titre de cockpit. Il peut déjà démarrer sur son cockpit. Et si jamais il dit « Ah tiens, il y a telle chose qui attire mon attention », avec un simple clic, bam, il va directement sous le dashboard en question. Il n'y a pas plus simple. Deuxième possibilité, et franchement ma favori, cette histoire d'évolution dans le temps. J'ai 150 000 aujourd'hui, mais je voudrais voir comment ça évolue. Donc de la même façon, on peut rajouter un KPI, ce qu'on appelle une watchlist. Cela ne marche que pour des KPI de type nombre. D'accord? Ce qui est un peu logique, parce que la watchlist va marcher sur un seul chiffre. On ne peut pas faire des watchlists de watchlist, du moins pour l'instant.
Et du coup, ça va avoir quelle gueule, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ici, j'ai fait un watchlist sur que un membre de mon équipe, Alissa, a fait du bien, voilà, du close one, hein, sur un des dashboards. Et vous pouvez voir que l'outil va snapshotter tous les jours automatiquement ce KPI et vous montrer une courbe d'évolution sur laquelle vous pouvez d'ailleurs même, hein, mettre des tendances ou par exemple un target ou des choses comme ça, quoi. D'accord? Deuxième chose, bien sûr, il va vous poser la question, mais est-ce que si ça augmente ou si ça baisse, c'est positif ou négatif? Voilà, c'est pessimiste ou optimiste. En l'occurrence, je dis que oui, c'est optimiste quand le close one augmente, quoi. Voilà. Et pareil, donc bien sûr, l'utilisateur, il a jusqu'à 20 watchlists possibles. Last but not least, hein, parce qu'on a toujours, malheureusement, toujours des gens qui nous disent « Ouais, mais moi, je veux avoir une notification email avec les KPI que je veux pour l'exporter en PDF ou l'envoyer à mes copains. » Oui, effectivement, on est d'accord que le online, le digital, c'est bien, mais que effectivement, des fois, l'utilisateur, il peut quand même vouloir faire ça, même contre notre gré, mais voilà, en business user, ça reste un business user, il faut le servir. Du coup, comment on va faire? Bah, par exemple, ce petit bout-là, je souhaite souscrire. Alors, pourquoi on a fait ce mode-là et on n'a pas fait cette histoire de PDF par mail? Parce que c'est encore plus flexible. Un PDF par mail, par définition, va prendre un seul dashboard à la fois. D'accord? Et l'utilisateur, il va revenir vers vous en disant non, mais en fait, moi, je veux mettre dans mon PDF 3 charts du premier dashboard, un chart du deuxième dashboard et encore je ne sais pas quoi. Là, dans lequel on va créer encore un dashboard rien que pour ce bonhomme. Alors que ce bonhomme, il peut se servir tout seul, hein, comme un grand. Voilà, donc on va faire subscribe. Et qu'est-ce que le subscribe fait? Donc voilà, le chart evol. C'est que ça va me créer une liste de souscriptions, ici. D'accord? Donc je vois ici que tous les 5 heures de l'après-midi, j'ai ma liste de souscriptions qui va m'envoyer par mail. D'accord? Donc là, je peux les éditer. Pam, pam, pam. Vous voyez que je peux mettre jusqu'à 20, pareil, items possibles, dont bah, le quota, le chart evol que je viens de mettre en dernier, que voici. Il peut se les ordonner dans quel sens il veut les recevoir, tout ça, tout ça. Donc, pareil, donc il va recevoir au moment venu, en fait, à 5 heures, à 5 p.m., hein, pour moi en tout cas, tout ça par mail. Voilà. Donc, en fait, c'est plus flexible que de faire un email sur un seul dashboard. Hein. Chaque utilisateur peut choisir lui-même les 20 KPI, chart, number, peu importe, en fait, hein, qu'il souhaite recevoir hein, tous les jours par mail. Si ça, c'est son souhait. Donc voilà, je sais, une petite tournée des choses assez simples qui permettent finalement à l'utilisateur d'être beaucoup plus autonome et permettent une meilleure gouvernance en fait, de l'outil afin d'éviter d'avoir une hémorragie de dashboard hein, pour certains cas particuliers. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Non. Donc, il me reste du temps, a priori. Au moins que vous ayez des questions spécifiques. Hein. Sinon, je peux vous montrer. J'ai plein d'autres choses dans la besace. Hein. J'ai une petite question, Stéphane, concernant justement les subscriptions ici. Mhm. Quand tu les ajoutes à ta liste, est-ce que ça garde les filtres contextualisés du moment où tu l'as ajouté? C'est une bonne question à laquelle je vais demander. Enfin, je vais regarder en fait ce qui se passe et réellement parlant dans le behind the scene, comme on dit. Je dirais a priori oui, mais je préfère tester moi-même et bricoler un peu pour m'assurer que c'est vrai. Ok, ça marche. Ça marche. Mais c'est vrai D'autres que questions? c'est intéressant. Après, on peut faire le test assez rapidement. Hein. Alors, je regarde. Ici, c'est 77465. 77465. Est-ce que j'avais fait des filtres? Oui, j'avais fait des filtres. Donc oui, la réponse est oui, mon général. Top, ok, nickel. Merci Stéphane. De rien. D'autres questions, messieurs, dames? Et enfin, l'autre chose que j'ai un peu oubliée, mais qui est quand même très utile pour deux activités principales, c'est ce qu'on appelle la collaboration. Pour l'instant, j'ai assez peu d'entreprises utiliser ça, ce qui est dommage. Alors, pourquoi je dis qu'il y a deux potentiels? Voilà. Donc, par exemple, là, je vois qu'il y a 70 millions de quotas.
et je ne suis pas d'accord avec ce chiffre. Ah, c'est trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a une Brenda? Il y a toujours une Brenda d'habitude sous nos angles. Donc, je vais admentionner quelqu'un. Donc, Brenda, 77 millions, oh là là. Hein. Voilà. Et bien sûr, je peux attacher le screenshot. Bon. Alors, pourquoi c'est utile à deux choses? C'est utile sous les sandbox pour faire une recette, pour que les utilisateurs viennent recéter est-ce que c'est les bons chiffres ou pas. Donc, ce qui vous permet d'avoir des discussions utiles, c'est-à-dire que le petit 1 qui vient de paraître ici, au lieu de dire oui, tu vas dans tel dashboard, tu scrolles à je ne sais pas quel endroit, etc. Donc là, d'un simple clic, ça arrive sur votre chatter, vous cliquez dessus, vous arrivez sur ce dashboard focalisé sur ce KPI. Et effectivement, ensuite, vous pouvez y répondre. Malheureusement, oui, tu as 77 millions de targets. Comment? Une fois que cette discussion est finie, du point de vue de la personne qui a posé la question, on peut tout simplement cocher la case en disant voilà, c'est fait. C'est répondu à la question. Si jamais cette discussion nous intéresse, nous, personnes extérieures, on peut même faire du stalking. En gros, on peut cliquer sur follow sur ce truc-là. Donc, toute discussion sur cette KPI va m'envoyer une petite notification parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien regarder de mon petit jardin ce qui se passe sur ce KPI. Voilà. Hop. Et ensuite, bien sûr, sur chaque dashboard, on va avoir des questions résolues ou encore ouvertes pour savoir où est-ce qu'on en est de la partie collaboration. Bien sûr, ça n'exclut pas la capacité de pouvoir le partager à un utilisateur, etc., etc. On peut l'exporter en Quip, mais je vous déconseille d'utiliser ça parce que ça fait une image. Dans Quip, vous avez également la capacité d'intégrer un dashboard tableau CRM directement. Et du coup, il reste interactif. Donc, je vous propose plutôt de faire ça. Voilà. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, Kevin, ou... Encore 5 minutes si tu veux, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah bon, moi, des trucs nouveaux, on en a plein. Alors, les autres features qui sont, à mon goût, toujours un peu sous-utilisés, c'est la partie blending. J'ai surpris encore, sans rien dénigrer sur le SQL, qui peut être utile dans certains cas de figure, bien sûr, le fait, il y a tout certains développeurs qui font du SQL alors qu'il n'y en a pas besoin. Le cas de figure qui est assez simple, c'est assez répandu, le client souhaite avoir le nombre d'activités face à face avec le montant des opportunités, tout ça pour chaque client, tout simplement pour savoir quelle est la pression commerciale. En gros, est-ce que les commerciaux qui ont fait 10 rendez-vous, ils ont obtenu quelque chose? En gros, ils ont gagné des affaires. Ou est-ce que finalement, ils ont fait 100 rendez-vous sur un client sur lequel ils n'ont rien fait? Et ensuite, ils ont fait un rendez-vous, ils ont fait 1 million. Parce que là, pour le coup, il y a un petit souci d'organisation quelque part, n'est-ce pas? Du coup, comment on va faire? Je vais partir justement des deux datasets en question. Donc, quand on clique ici, voilà, je suis parti des activités. Vous voyez, vous avez ce petit add dataset qui est par là, qui va me permettre d'aller chercher un deuxième, en troisième, en quatrième, pourquoi pas. Je donnais. Et ensuite, vous pouvez même dire c'est quoi la jointure que vous souhaitez faire entre les deux. Bon, là, par exemple, je veux que les clients qui ont des activités, des opportunités. On pourrait dire que des activités, que des opportunités, ou les deux, en général. Bien sûr, attention à la hauteur, parce que, bon, on va la faire parce que c'est pas des gros datasets, mais attention, si vous avez des datasets de plusieurs dizaines de millions de records, ça va commencer à faire un peu plus tâche. Et ensuite, vous voyez que là, j'ai accès aux mesures, aux chiffres, bien sûr, des deux datasets, tout simplement. Donc, par exemple, je veux la somme du montant, je veux le nombre d'activités, on peut même rajouter des filtres, je veux des activités de tel type. Bon, je veux que cela. Boum, voilà. Et ensuite, bien sûr, on va faire
l'équivalent du cogroupe, une jointure tout simplement, en disant que le account name de gauche et le account name de droite, c'est le même. Sauf que bah, ici, c'est en français. Et voilà. Donc, effectivement, avant, jusqu'à ce que le data blending, en gros, ce que cette feature est, il aurait fallu faire du SAQL, hein, plus maintenant. Je sens la question venir, mais si on veut faire un KPI composé, du genre, je sais pas moi, là, on a un nombre d'activités en montant, donc le nombre moyen de, enfin, le amount moyen en euros par activité. Bien sûr, c'est possible. Vous voyez ici, add formula. Voilà, et ensuite, bah, on va pouvoir utiliser les différentes fonctions, d'accord, simples, genre B divisé par A, average euro par activité, ou les différentes fonctions, etc., nombre de fonctions qui traînent par là. Donc, je ne dis pas que SAQL, c'est pas bien, mais si on peut faire ça et que l'utilisateur garde la main sur ce qu'il fait, c'est mieux. D'accord? Bien sûr, on peut jeter un petit coup d'œil rapido sur ce qu'il génère, notre ami. Et vous voyez effectivement que bah, il vous fait tout ça tout seul comme un grand. Voilà, voilà. Stéphane, j'en profite justement sur cette fonctionnalité-là. Quand tu es dans l'aspect formule, comment est-ce que tu peux gérer le fait que, par exemple, tu veux récupérer les informations d'un champ d'un dataset et un autre champ de l'autre? Ou est-ce que justement, c'est un cas où ça nous force à passer en Non, non, regarde-moi ça. SQL? Regarde les champs que tu veux. Ah, ok, dans chacun, tu choisis. Ouais. Tu fais une formule dans chaque. Non, tu fais une formule qui est mélangée entre les deux. Ah, ok, et quand tu choisis ta picklist en haut, tu as la liste des champs qui se met à jour, c'est ça? Oui. Ok, c'est clair. Sinon, voilà, C'est donc très clair. activities, et là, tu fais account name. Et là, voilà, je vais caricaturer un peu, mais finalement, c'est, voilà. Voilà, le préfixage va venir. Hop, C'est clair. C'est clair. Merci. de rien. Après, bien sûr, le reste, il faut faire une petite convention de nommage sur tes différentes colonnes, histoire que tu saches bah, d'où ça vient. Ça, c'est un peu le, voilà, c'est un peu le b.a.-ba. Compte of Rose, effectivement, c'est pas très parlant, donc on va vouloir éditer, mettre un truc un peu franco-français dessus, quoi. Comme ça, la prochaine fois que tu utilises cette colonne, hein, le fameux A, là, tu sauras de quoi il s'agit. Ça fait partie des bonnes pratiques, effectivement, même pour l'utilisateur par la suite, hein. Alors, ça, c'est les bonnes choses. Ensuite, il y a toujours des choses qui manquent. Donc, ce qui manque à mon goût et qui sera rajouté dans la prochaine release, c'est par exemple les sous-totaux. Parce que là, il manque un bouton, n'est-ce pas? Il est où mon bouton là? Voilà, donc ça va arriver effectivement dans la prochaine release. Alors, les autres choses qui me plaisent bien dans le compare table qu'on a rajouté récemment, que moi j'affectionne particulièrement, hop, on va partir de là. On va faire un truc basique-basique, hein, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a également, on gère maintenant dans les tableaux le plié-déplié et la capacité de geler certaines colonnes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, voilà, on va faire ça rapidement. Après, j'ai pas énormément de choses par ici, mais j'ai choisi le mauvais dataset. Mais je pense que ça pourrait quand même le faire. Donc, sur la partie formatage, layout, tout ça, voilà, donc on va aller dans le dashboard. Hop. Pas celui-là, je me suis fait avoir. Hop. Voilà, on va formater un peu tout ça. Boum. Voilà, bien sûr, on peut choisir des couleurs, le spacing, tout ça.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie layout. Donc, enable, expand et customize frozen columns. Donc, par exemple, je veux geler une colonne. Qu'est-ce que c'est que geler une colonne? Bah, si j'avais un ascenseur avec plusieurs colonnes, ça pourrait se balader à droite à gauche. Et bien sûr, si je veux avoir du plus et un petit plié-déplié, il faudrait que je rajoute des sous-totaux. Donc, c'est ce petit quelque chose ici. Boom. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la partie collapse. Vous voyez qu'il y a un petit plus ici. Donc, d'ailleurs, même après, vous pouvez l'utiliser un peu partout. Hein. Et moi, je veux, par exemple, avoir ce niveau-là. Je laisse à la main à l'utilisateur d'utiliser le petit plus le cas échéant. Donc, si utilisateur 1, moi, je veux le détail de ce truc-là. Il clique sur le petit plus, boum, il y a le détail. Voilà. Donc, les choses cachées dans le produit que je n'ai pas vu encore assez. Ou j'ai vu des customs faits pour combler tout ça, ce qui est un peu dommage. Des questions? Ou des souhaits particuliers, hein, parce que je suis... Et ce qui manque dans le produit pour le donner à nos chers PMs pour implémentation. Non, rien, tout est parfait. Je ne peux pas croire ça. Bon, bah, a priori, il y a pas trop. J'avais une question par rapport au... Bonjour Stéphane. J'avais une question par rapport aux collections. Et principalement, en fait, le déploiement de ces collections. Est-ce que tu saurais si ce déploiement peut, par exemple, être fait via des chainsets directement depuis Salesforce, ou est-ce qu'il faut un parcours spécifique pour y arriver? Alors, ça, je n'ai pas testé dernièrement, donc je vais jouer avec mon SFDX. Je vais vous faire un petit update. Voilà, j'irai justement regarder parmi les assets qui sont disponibles sur la metadata API s'il y a un Wave Collection. Si oui, bah, c'est bon, quoi. Donc, on peut regarder ça assez rapidement. Hop. Ah ouais, voilà. C'est possible. Parfait. Chainset et SFDX, au choix. Top. Donc effectivement, tu peux. Donc il faut dans ton package XML, si tu utilises du SFDX, bien sûr, il faudra récupérer les Wave Collection de ton choix. Il faudra faire un petit retrieve pour les récupérer en local. Ensuite, tu fais un deploy vers l'org de ton choix. En Chainset, la question ne se pose pas parce que par défaut, c'est du sandbox vers la prod. Donc voilà. Ça marche. Merci. Donc c'est possible. J'avais une question par rapport au data blending. Et est-ce qu'il y a une astuce ou une possibilité de faire du data blend, mais sur le même dataset, en fait? Parce que souvent, on a besoin de faire des calculs par rapport à un sous-ensemble différent par rapport au dataset principal. Je sais pas Non, si... non, mais je peux vous montrer comment je ferais ça sans faire du data blending. Si ça vous intéresse. Et sans faire de SQL? Sans faire de SQL. Donc, Ok. on veut faire deux sous-ensembles. Donc, pour ça, on va faire le format compare table. Ok. Donc, par exemple, il faut comprendre que quand on passe en mode compare table, chaque colonne, on va afficher ça, donc chaque API, peut recevoir des filtres. C'est ça la oui. différence. Oui, oui, oui. Ça ne va pas couvrir tous les besoins de data blending envers soi-même, mais ça va déjà en faire une bonne partie. Donc, je m'explique. Par exemple, ici, je veux tout 2020. Je rajoute un filtre, je vais sur Close Date et je dis Custom. Je veux de 2017 à 2018. Voilà. Il pas resté grand-chose. Si, il reste quelque chose. Ensuite, comme je suis un paresseux de nature, je vais cloner cette colonne parce que je veux modifier que le filtre. Voilà, parce que je veux 2018 à 2019. Et ensuite, pareil, l'appareil c'est de retour. Je veux de 2019 à 2020.
Bien sûr, bah, il faudra quand même renommer ces colonnes, hein, parce que finalement, c'est autre chose. Donc là, c'est par exemple, on a dit 2018, n'est-ce pas? Etc., etc. Donc finalement, je me réveille avec plusieurs sous-sets du même dataset en fonction des filtres que j'ai pu faire. Donc finalement, voilà, on Oui, peut mettre effectivement. des filtres au niveau de chaque colonne qui sont autres que les filtres qui sont là, d'ailleurs. Oui, effectivement, j'ai jamais fait attention à ça. Voilà. Et bien sûr, c'est ça que j'aime dans cet outil, c'est polymorphe. Si jamais on veut revenir à faire des charts, bah, il suffit de cliquer par là. Super. Bon, bah, merci. C'est vachement pratique. On veut faire, par exemple, des Pareto. On veut faire des calculs sur des trucs un peu décalés, sur des chiffres certaines courbes qui s'affichent sur la totalité des mois, d'autres qui sont décalés de 2 mois, voilà. Et afficher ça sur le même graphe, hein. Donc, je dirais la panacée universelle d'un tableau CRM, c'est le compare table. Oui, top. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Bon, A priori, sachez que ça existe même quand on le fait ici. Donc, il y a toujours même quand on est sur un mode graphe, il y a toujours le add formula et ensuite on va passer assez rapidement, même sans le voir dans le mode compare table. dès qu'on cliquera sur Add Formula, ça passera. Ça fait une formula, mais réellement parlant, behind the scene, ça utilise, tu verras d'ailleurs. Tu vois, il est passé en mode compare table, tu vois. Ah oui, d'accord. Bien sûr. On a fait ça pour faciliter la chose, hein, pour dire, bah, si tu sais pas, hein, tu peux cliquer sur Add Formula parce que tu veux un nouveau champ et ça te transporte automatiquement au bon endroit. Il n'y a plus besoin de savoir de cliquer sur Compare Table, quoi. C'est tout. C'est clair. Et bah, s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir te remercier, Stéphane. C'était vraiment top, ces différents éléments. Et même, il y en a 2-3 que je ne connaissais pas, donc c'est vraiment cool. Ah, même toi, tu connaissais pas. Et le blending, ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait le pousser aussi loin. C'est vrai que de ce côté-là, c'est assez Encore, cool. on va le pousser davantage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai surpris pas mal de dashboards peu efficaces, hein, pour ne pas dire autre chose, hein. Tiens, Antoine. Voilà, donc des dashboards qui étaient assez peu efficaces parce que finalement, et on avait fait du SQL dedans. Et la personne qui avait fait ça avait fait plusieurs projections. En gros, elle avait fait des for each numéro 1, for each numéro 2, for each numéro 5. Et quand on fait ça sur des petits datasets, quand ça passe, parce que la base de données elle est archi rapide, hein, quelques millisecondes de requête, hein. Mais quand on fait ça sur un dataset à 300 millions de records, le dashboard, le pauvre, il commence à être vraiment long, quoi. Donc, si on pouvait faire ça dans l'UI, s'il vous plaît, ce serait pas mal parce que là, on génère un SQL optimisé. Sinon, je peux effectivement vous montrer comment on fait du SQL optimisé. On commence à supporter le SQL tout court, hein, au grand plaisir des aficionados des projets BI classiques. Ça reste un peu limité à mon goût aujourd'hui, mais on commence déjà à supporter les sous-requêtes, les subqueries. Ça, c'était une limitation qui peut être intéressante. Ça, c'est quelque chose qui est possible en SOQL actuellement, mais qui n'était pas avec, dans Oui, Tableau CRM, c'est ça? voilà, donc on a rajouté, pour caricaturer un peu, select champ from table, where ID égale ou in, imaginons in, tu ouvres parenthèse, et là tu fais select machin from table, etc., quoi. Voilà, donc ces histoires de calcul récursif, hein, c'était quelque chose qui manquait un peu dans les SQL. Et ça, donc ça vient prochainement, c'est ça? C'est déjà là, Déjà? Ok, ouais, magnifique. dans la partie SQL pour le coup. Ok, ça va. Il nous manque 2-3 bricoles dans la partie SQL, mais c'est un cours de. Ça marche. Je vous propose du coup de passer dans la deuxième partie de la session. Du coup, merci encore Stéphane pour tous ces éléments et je vais pouvoir passer la main à Jade pour nous présenter tout ce qui est widget maps et GeoJSON sur TCRM. Top. Merci Kevin. Parfait.
Tu me Super. renvoies ton écran. Parfait, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup Kevin de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce sujet-là aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois. Et donc, déjà, honnêtement, la première question que je me suis posée en commençant à travailler sur ces maps, c'est déjà pourquoi les maps et pourquoi ne pas utiliser un simple bar chart. Et j'ai découvert en fait que le gros plus des maps était ce côté visuel. Une cartographie offre l'opportunité de visualiser une multitude d'informations d'un simple coup d'œil. Donc si on prend comme exemple cette carto que l'on voit ici, on se rend compte, imaginons je suis un responsable commercial d'une entreprise, j'arrive à regarder les régions dans lesquelles mon entreprise a son activité. Donc je peux voir que mon entreprise est présente dans la région Grand Est, dans le centre Val-de-Loire, en Île-de-France, etc. Et j'arrive aussi à voir l'intensité de cette activité. J'arrive à savoir que cette intensité-là est importante dans le centre Val-de-Loire, par exemple. Je visualise certains KPI. Donc, c'est une multitude d'informations d'un seul coup d'œil, et ça, c'est un grand plus pour nos dashboards. Donc, vous l'avez compris, les cartographies permettent de visualiser des informations ou des variables numériques, et elles peuvent donc répondre à une multitude de besoins. Tableau CRM nous a donné l'opportunité ou nous a mis à disposition 3 types de widget map. Un premier type qui est le widget map tout simplement, un deuxième le widget bubble map et un troisième le widget geomap. Donc le widget map, il est similaire à ce que l'on a vu tout à l'heure. Il nous permet de visualiser un KPI en fait au niveau d'un périmètre géographique. Ça peut être une région, comme sur cette carte-là. Ça peut être un département ou ça peut être un pays aussi. Donc, nous pouvons visualiser un KPI. Nous pouvons aussi changer les couleurs de ces régions. Donc, comme on peut le voir, on a une région en bleu, une région bleu clair, une région en mauve, etc. Comme on peut appliquer un dégradé de couleurs sur le KPI, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'il faudra garder en tête, c'est que, en tout cas pour les maps custom et quand on veut créer des cartographies custom, il est important de prendre en considération le format que l'on utilise du GeoJSON. Pour ceux qui ne connaissent pas le GeoJSON, en quelques mots, on en parlera plus en détail par la suite, c'est le fichier technique en fait qui vient construire cette map sur Tableau CRM et sur lequel Tableau CRM se base pour matérialiser cette map-là. Donc, le premier widget, on en a parlé, c'est le widget map. Le second, le widget bubble map. Donc, le widget bubble map est plus ou moins similaire au widget map. La seule différence, c'est que celui-ci permet de visualiser 2 KPI sous forme de bulles, comme vous le voyez au niveau de cette carte-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la bulle va changer d'une région à une autre, dans notre cas. Donc, elle va changer de taille selon le premier KPI et de couleur selon le second KPI. Ça peut être selon le même KPI aussi. Donc, comme on peut le voir, au niveau de notre région, là, au centre Val-de-Loire, on a par exemple 360 transactions. Et c'est la bubble la plus grande qu'on voit sur notre map et aussi la couleur la plus foncée que l'on voit. Et de la même façon, cette question de format reste d'actualité aussi concernant les custom maps pour la bubble map de façon similaire et similairement à la widget map que l'on a vue. On en parlera bien sûr plus en détail par la suite. Il y a une section où on abordera la question des GeoJSON, des formats des GeoJSON, etc. Et enfin, le dernier widget, c'est le geomap. Donc si au début nous avons parlé du widget map et du widget bubble map et qu'on a vu qu'on visualisait en fait plus des KPI au niveau d'un périmètre géographique, concernant les géomaps, on visualise des KPI au niveau d'une observation. Qu'est-ce qu'une observation dans notre cas? Ça peut être un compte, ça peut être une opportunité. Et cette observation est définie par une latitude et une longitude. Par exemple, je regarde mon compte, un compte Abbott 358. Je vois par exemple qu'il peut être localisé, pardon, on va y arriver, qui peut être donc localisé à ce niveau-là, parce que sa latitude et sa longitude nous dit
qu'il est localisé au niveau de cette région. Parfait. Et en fait, cette map-là, on peut enhance en fait toutes ces maps-là. On peut rajouter plusieurs éléments qui vont nous permettre de voir encore plus d'informations. Un des éléments qu'on a déjà utilisé, c'est la modification de la tooltip. Donc, on peut modifier la tooltip de cette map-là en intégrant, par exemple, un graphe au niveau de cette tooltip. On peut le voir, ça nous permet de voir encore plus d'informations. On peut aussi activer une option d'autozoom. Donc, cette map est zoomée sur la partie de la map où l'on a des données. Par exemple, si je viens sélectionner un compte, cette map va automatiquement zoomer sur mon compte. Et quand je décocherai donc mon compte, il dézoomera. Donc, c'est quelques façons de pouvoir en tirer plus et pouvoir maximiser l'utilisation des cartographies en général. Enfin, c'est un des sujets les plus importants de cette présentation. C'est le sujet des GeoJSON. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les GeoJSON, un GeoJSON, c'est un fichier qui permet de référencer les données géospatiales et les propriétés d'un périmètre géographique. On verra par la suite comment s'articule ce GeoJSON et de quoi il est constitué. En tout cas, pour la création de maps, Tableau CRM nous donne l'opportunité ou nous donne 3 options concrètement. La première option, c'est d'utiliser déjà le standard qu'offre Tableau CRM. Donc, il y a une multitude de maps et de cartographies qu'offre Tableau CRM et que l'on peut utiliser en standard. Par exemple, une carte d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Afrique. Donc, ces cartographies peuvent être au niveau d'un continent ou d'un segment d'un continent, par exemple, mais il y a une multitude de cartes que l'on peut utiliser sans avoir à modifier ce GeoJSON-là ou à plonger dedans. Donc, c'est du standard, tout simplement. Dans le cas où ce standard ne répond pas à nos besoins ou ne répondrait pas aux besoins d'un client, par exemple, la deuxième option qui s'offre à nous est de pouvoir chercher des ressources sur Internet. Donc, on peut trouver des ressources sur Internet. Par exemple, cette carte-là que vous voyez à gauche, nous avons pu trouver un GeoJSON qui vient et référencie les régions de France. Et ce GeoJSON a été utilisé pour créer cette cartographie-là. Donc, on a beaucoup parlé de cette notion de format tout à l'heure. Nous allons voir ça plus en détail en plongeant dans un GeoJSON. Donc, par exemple, là, j'ai préalablement loadé un GeoJSON au niveau de l'éditeur de GeoJSON. Et la question est de quoi est-il constitué? Donc, on peut le voir, il y a une multitude de features. Dans notre cas, les features sont les régions de France. Donc, le GeoJSON que j'ai loadé, c'est le même qui a été utilisé pour la création de cette map-là. C'est un GeoJSON qui constitue et qui regroupe les régions de France. Donc, on en voit 13. La première région, par exemple, le 0. Au niveau des géométries, on voit toute la partie coordonnées géospatiales. Au niveau des propriétés, on voit les informations plus descriptives, comme le code de la région ou comme le nom de la région. Tout à l'heure, on a parlé du format. Donc, lors de la création d'une map custom, il est impératif d'intégrer dans certains cas un ID. Et cet ID-là nous permettra de linker les données que nous avons sur TCRM avec les données ou les informations que nous avons sur notre GeoJSON. Et donc, cet ID-là devra être rajouté au niveau de notre GeoJSON. Heureusement, Salesforce a pensé à nous et a mis en place un trailhead qui répond à cette question et qui nous permet d'y voir plus clair. C'est un trailhead qui traite de cette question d'ID et de format de GeoJSON. Et au sein de ce trailhead, il y a ce que j'ai longtemps considéré comme étant le Graal de ce trailhead, c'est ce Python. C'est un code Python qui nous permet tout simplement de modifier notre GeoJSON et donc de rajouter cette notion d'ID à la bonne place. Et par la bonne place, ce n'est pas au niveau des propriétés, mais un niveau au-dessus des propriétés. Donc, c'est une façon de formater notre GeoJSON et de faire en sorte qu'il soit accepté lors du développement sur Tableau CRM.
Enfin, on a parlé de la deuxième option, celle de retrouver des ressources sur Internet. La dernière option est de modifier notre propre GeoJSON. Comment modifier notre propre GeoJSON? Concrètement, il y a une multitude d'outils en fait, en ligne qui existent et qui permettent de modifier nos GeoJSON. Celui qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est mapshaper.org, mais il y en a d'autres comme JSON.io, qui lui aussi peut nous permettre de faire cette action-là. Donc, la première étape, c'est de charger ce GeoJSON sur mapshaper. La deuxième, c'est de réaliser les opérations que l'on veut faire sur notre GeoJSON directement sur mapshaper. Et enfin, télécharger ce GeoJSON-là et l'importer sur Tableau CRM. Donc, faisons ensemble cette démo. J'ai déjà la fenêtre mapshaper ouverte. Voici à quoi ressemble mapshaper. Donc, la première étape, on en a parlé, c'est pouvoir loader notre GeoJSON directement. Donc, je clique sur Select, je choisis mon GeoJSON. Par exemple, dans mon cas, c'est GeoJSON format qui va référencer les régions de France. Je le choisis donc, je l'importe et j'arrive à visualiser donc ma carte. Imaginons ensemble un use case, je suis encore un responsable commercial et ma hiérarchie m'a annoncé que je dois merger de régions. Imaginons par exemple, je peux cliquer sur cette petite flèche pour pouvoir en fait voir les informations des régions en passant la souris. Donc imaginons, on me demande de merger la région Grand Est et la région Île-de-France par exemple. La première étape, donc on l'a faite, on en a parlé, c'est loader mon GeoJSON. La deuxième, c'est commencer à appliquer des opérations au niveau de mon GeoJSON pour merger mes régions. Par exemple, dans notre use case, on veut merger la région Grand Est, qui donc a le code 44 ou le FID 44. Le FID fait référence à l'ID dont on a parlé tout à l'heure et qui a été référencé à ce niveau-là. On en a parlé. Donc, les commandes que l'on peut faire pour merge ces deux régions. Donc, une commande que j'ai déjà enregistrée avant, elle permet donc de merger les deux régions dont on a parlé, la région Île-de-France, qui a le code 11 et le FID 11, et la région Grand Est, qui a le code 44 et le FID 44. Je fais donc cette commande-là, qui va me permettre de merger, ou plutôt d'identifier les deux régions que j'ai envie de merger en une seule. Donc le premier FID fait référence au code que j'ai envie de donner à ma nouvelle région. Le where est une condition qui va dire que voici les régions que j'ai envie de merger, c'est-à-dire la région 44, celle-ci, Grand Est, et la région 11, c'est-à-dire Île-de-France. Je clique sur Entrée et je rajoute une autre et dernière commande, un solve FID. Et ce que j'ai comme résultat, c'est une nouvelle région qui est la concaténation ou le merge de mes deux régions, Île-de-France et la région 44. Donc, et cette région a bien sûr le code 44 qui lui a été assigné grâce à ma commande. Par la suite, la troisième étape est donc d'exporter ce GeoJSON-là. Je l'exporte. Je retourne donc sur Tableau CRM, par exemple. Nous allons prendre cette map comme exemple et venir l'éditer directement. Je clique dessus. Et au niveau de l'onglet Map, j'arrive à voir un petit plus qui me permet de rajouter une custom map, par exemple. Il y a aussi cette notion d'autozoom dont on a parlé tout à l'heure, qui me permet de zoomer sur ma map ou de dézoomer ma map. Il y a aussi un projection type, donc qui va changer la projection de ma map. Donc, imaginons, je veux rajouter donc ce GeoJSON que nous avons formaté ensemble. Donc, je vais uploader mon GeoJSON. Je vais donc dans mes downloads directement, je choisis mon GeoJSON, je save, et il est automatiquement loadé sur Tableau CRM. Donc on peut le voir, je n'ai qu'une seule région à ce niveau-là, c'est la concaténation de ma région 44 et ma région 11. Je choisis mon projection type, que ce soit Mercator ou autre.
je donne un label à ma nouvelle carte qui serait par exemple, nouvelle carte. Et je viens sauvegarder la modification que j'ai faite. Et vous le voyez, ma map va changer. Elle va se modifier pour donc intégrer mes 2 régions dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous avez pu le voir, on peut faire énormément de choses avec Tableau CRM en termes de cartographie. Le potentiel est énorme. Néanmoins, si vous avez d'autres besoins spécifiques et si vous désirez aller plus loin que ce qui est proposé, il est possible d'utiliser d'autres solutions comme Salesforce Maps, si vos besoins sont en raccord avec cette dernière ou si vos besoins sont en raccord avec, ou plutôt si cette solution est en raccord avec les besoins de votre client ou les vôtres, mais aussi d'autres solutions comme CartoDB qui, je pense, est un partenaire Salesforce. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous présenter ces fonctionnalités. Et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jade. Merci, Kevin. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà travaillé avec les GeoJSON? Je mets Stéphane de côté sur la question. Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde? Yes. Et bah écoutez, tant mieux s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Bah, c'est pas le sujet le plus facile, je trouve, de Tableau CRM, mais je le trouve très puissant. Souvent, le plus compliqué, c'est d'arriver à mettre la main sur le premier GeoJSON si le client a un découpage bien particulier géographique. Mais une fois qu'on a la main dessus, arriver à faire les regroupements et tout ça, ça commence à... Ça se fait justement avec des outils comme ça. Le plus dur, c'est d'avoir la granularité la plus fine, je trouve. Tu peux trouver en fait heureusement en France, on a le opendata.gouv sur lequel des cartes en GeoJSON de tout et n'importe quoi, t'en trouves à foison. On a ce loisir-là. Sans rien vous cacher, j'ai même fait des GeoJSON avec la carte de la France. Pour la partie apiculture, on peut savoir où sont les floraisons d'acacia, de tilleul et de châtaignier, quoi. Après, pour des besoins un peu plus évolués, effectivement, on a des partenaires comme CartoDB et d'autres qui peuvent faire d'autres fonds de cartes. On avance péniblement sous l'intégration Maps dans le tableau CRM. Pas de notre faute, je dirais, parce qu'on a appelé les pieds Maps une bonne 50aine de fois. Donc, vous aurez sans doute d'autres choses à venir. Et pour les plus aventurés d'entre vous, Rémi est déjà dedans, en fait, avec un ingénieur de chez nous pour créer les composants. Parce que, comme évoqué lors du dernier Data Tribe, dans la nouvelle release de Tableau CRM, on supporte le Lightning Web Component Custom. Donc, vous pouvez rajouter des composants custom directement dans un dashboard. On en a déjà fourni quelques douzaines pour exemple, mais on peut avoir des composants tout genre. Un composant hiérarchique, par exemple, avec du plié-déplié sur l'hierarchie des rôles, qui permet de sélectionner tous les gens qui reportent à telle personne, etc. Donc, comme on dit, voilà, maintenant, on a enfin ouvert la boîte de Pandore sur la partie customisation de Tableau CRM. Il y a un App Exchange dédié qui vous permet de commercialiser vos composants aussi, parce qu'on ne demande pas de faire ça gratuitement. Okay. Voilà, quelques idées. Et justement, l'intégration de Salesforce Maps, ce sera justement via l'intégration avec les Lightning Web Components aussi, j'imagine. Oui, on ne va pas s'en priver. C'est comme tous les outils. D'abord, on bâtit l'API, ensuite on bâtit le framework, ensuite on bâtit les composants. Donc, on va réutiliser notre propre API, bien sûr. D'accord. Et Stéphane, j'avais une question par rapport à ça. On a parlé donc d'intégration côté Salesforce, mais
est-ce que ces cartographies en utilisant des LWC peuvent être intégrées sur d'autres outils type Quip par exemple? Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire, hein. Tant que la technologie accepte LWC, Mhm. c'est possible. On pourrait même les exposer en dehors de Salesforce, à travers ce qu'on appelle Lightning Out. Je ne sais pas si vous avez joué avec ça, mais souvent on nous pose la question, mais je voudrais intégrer un dashboard tableau CRM sur l'accueil de mon entreprise, sur un écran. En plus qu'ils se rafraîchissent tous les 15 secondes ou je sais pas quoi. Ou je voudrais intégrer un widget à l'extérieur de Salesforce, sans Community bien sûr. Et là, effectivement, il n'y a que la partie Lightning Out en fait, qui peut assurer ce genre de choses. D'accord. Eh bien, magnifique. Est-ce que certains d'entre vous avaient des questions, que ce soit d'ailleurs sur les sujets de GeoMaps, GeoJSON, ou même plus largement sur Tableau CRM, s'il y a un problème ou une question vous trotte actuellement? Et ben, sur ce, du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer, à part si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Du coup, j'en profite pour remercier à la fois Stéphane et Jed là, pour vos présentations. C'était vraiment super intéressant. Je trouve à la fois les fonctionnalités sous-utilisées et les GeoJSON et les GeoMaps. C'est vraiment incroyable. Du coup, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Puis je vous dis sûrement à la prochaine session du Data Tribe. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question de la part de Thomas pour finir. Oui, Thomas. bonjour à tous. En fait, j'avais un petit cas d'usage pour les maps justement sur lesquels je travaille en ce moment. Donc j'ai une carte, par exemple, d'une région de la Normandie, par exemple, qui est divisée en plusieurs départements. Et en fait, je positionne comme des opportunités sur la carte. Et en fait, je voulais par exemple ajouter des repères géographiques. Euh, et je me demandais si c'était quelque chose qui était faisable ou pas. De, par exemple, ajouter des noms de villes ou des choses comme ça dans le au sein de mon GeoJSON. Pour l'affichage de nom de ville, effectivement, c'est un petit défaut qu'on a constaté récemment, hein. Je pense qu'Accenture sont là pour en témoigner vis-à-vis d'un certain client dans la santé. Oui, donc l'afficher le nom de ville, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Ok. Après, l'utilisation de latitude-longitude pour poser le pin, oui. Ouais, ça, je l'utilise déjà, du coup. Voilà, Mais c'est vrai de que la ville, le reste, si jamais tu mouse over ou tu vas sur le tooltip, tout est là, mais pas sur la carte. C'est vrai que c'est un petit défaut qu'il va falloir vite corriger. Ouais. Et sinon, il y a un autre truc aussi qui aurait pu être intéressant que j'avais dans un autre cas d'usage. En fait, on peut du coup zoomer. Et ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été de pouvoir zoomer sur une autre carte à partir d'une première carte. Je m'explique, par exemple, j'avais un client qui visualisait en fait toutes ces opportunités par région. En fait, le plus gros de son activité était sur la région parisienne, par exemple. Mhm. Et du coup, ce que ce client-là aurait aimé, alors on l'a fait autrement du coup, mais c'était de dire par exemple, quand je vais, en fait, le zoom il est uniquement automatique aujourd'hui, si je me trompe pas, en fonction de Il où y a un sont zoom réparties les automatique données sur la carte. il y a un zoom automatique sur une seule carte. Voilà. Là où on peut ruser, c'est que tu peux avoir un toggle et qui te change en fait le niveau de carte. Yes. Bah, c'est ce qu'on a fait du coup. Voilà, Mais, à travers un binding. Ça, c'est la ruse habituelle, mais je conçois bien qu'un zoom, de passer d'un niveau granulaire, niveau X, à plus bas, en fait, ce serait intéressant. Là, pour le coup, ce serait un vrai fond de carte, un peu comme Google Maps, quoi, qui change en fait de division automatiquement en fonction du niveau du zoom. c'est ça, exactement. Le composant Maps fera exactement ça. Ok. Après, bien sûr, le composant Maps viendra avec un besoin de licence Maps. Si jamais le client ne souhaite pas ça,
vous pouvez toujours développer un composant LWC qui intègre du OpenStreet. Ok. Exemple. Voilà. Ah, ça Donc, marche bien fait. si jamais vous rencontrez ce genre de besoin, voilà, c'est là où je fais appel à la communauté de se montrer créative. Moi, je me fais facilitateur pour le mettre sur l'AppExchange au prix de votre choix. Voilà, il faudra indiquer bien sûr votre PayPal et compagnie, histoire que les sous aillent directement là. Très bien. Bah, merci Stéphane pour tes réponses en tout cas. Pour les Plaisir. AppExchange pour les plus motivés. Alors, petite anecdote, ce sera plus simple de le faire sur OpenStreet ou Google Maps. Parce que notre Technomaps demande une page Visual Force, hein, malheureusement. Donc, voilà, donc il faudra ruser un peu plus, hein, mais les composants Lightning pour faire appel JavaScript directement à OpenStreet ou Google Maps, cela reste quand même assez simple, on va dire. Alors, ensuite, bien sûr, vous pourrez également facetter, c'est-à-dire passer les paramètres que vous souhaitez entre les deux sens. Donc, je vous propose de commencer par latitude-longitude, bien sûr. C'est vrai que ce sera une belle trouvaille, en tout cas, sur... J'essaye, si seulement j'avais le temps de le faire moi-même, mais malheureusement, en ce moment, c'est un peu plus léger après notre fin de trimestre. D'ailleurs, Salesforce va annoncer ses résultats d'ici peu. Après le market close, donc ce sera 2h du mat, heure locale française. Très bien. Et bien, du coup, Moi, j'avais une question aussi si, parfait. Vas-y. pour les spécialistes justement du GeoJSON. Je me rappelle de l'exemple avec autre chose que des cartes géographiques, comme l'exemple du stade en fait. Est-ce que ça s'est vachement popularisé ou pas du tout en fait? Ça s'est popularisé chez certains clients, oui. Ouais, d'accord. Bon, j'en ai vu plusieurs de ce type de dashboard en fonction bien sûr du domaine, qui ont tous, enfin, pour faire simple, la démarche elle est assez basique. Je prends l'image de ce qui souhaite être transformé en GeoJSON. Il y a des sites gratuits qui te transforment une image, hein, donc en gros un JPEG en GeoJSON. C'est assez sympathique d'ailleurs, ça prend une seconde. Ensuite, il faut donner des noms à tes divisions dans le GeoJSON. Donc, par exemple, on a un réseau de boucheries, hein, qui utilise Salesforce, hein, on en est là, hein, donc on fait un map bien sûr sur les différents parts de la vache dans GeoJSON, quoi. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ok, non, c'est pour savoir si. Donc tout est possible. Après, oui, effectivement, faut-il encore trouver un peu de temps pour le faire, hein. Oui, non, mais pour faire des Use choses Case, il est relativement simple. ultra visuelles, c'est sympa. Oui. Après, donc je pense à notre client qui voulait avoir en fait avoir des plans d'un bâtiment, donc des étages d'un bâtiment pour savoir, par exemple, la fréquentation. Vous commencez à deviner dans quel domaine ça peut s'agir. Donc, effectivement, les centres commerciaux. Une carte de chaleur des rayons. Voilà, cas de chaleur de la fréquentation, par exemple, tout simplement pour déterminer à quel prix ils vont vendre le mètre carré de boutique par-ci par-là, quoi. Ok. Le superposer avec les revenus générés, enfin bref, voilà. Donc on peut imaginer tout un tas de choses. Non, mais là, c'est vrai que ça a l'air plus facile maintenant. Ça a l'air plus facile à gérer maintenant que il y a quelques années, on va dire. En GeoJSON, on a rajouté des choses, pas assez à mon goût, effectivement. Donc, je pense que c'est la partie carto et la partie costaud dans Tableau CRM. Il reste quand même du chemin à parcourir, mais la partie de LWC, c'est quand même une belle avancée. C'est clair. Merci. Au plaisir. Et une dernière astuce, même sous les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, vous avez deux dimensions. Donc, la couleur de la bulle, enfin, la taille de la bulle, hein, c'en est une, et la couleur de la bulle, ça peut être une deuxième. Sachez que vous pouvez rajouter du formatage conditionnel, hein, si par exemple, vous pouvez
vous souhaitez avoir plusieurs couleurs de bulles en fonction d'une dimension. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, en fonction du type d'opportunité. Si c'est un client existant ou un client nouveau. D'accord? Donc, du coup, les pins sous la carte seront des couleurs différentes. Donc, ça peut être basé sur une dimension, ça peut être également basé sur des buckets. Tous ceux qui font avec moi entre 10 et 100, 100 et 1000, etc. Et aussi, juste par rapport à ce point-là, sur les latitudes, longitudes, j'ai vu qu'il y avait un bug, il y avait en tout cas une issue qui était ouverte par rapport à la récupération de ces champs-là via la connexion, la data connexion. Oui, il faut forcer le formatage en 6 décimales, sinon tu peux avoir une surprise. Pour les coordonnées? En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, les champs de latitude et longitude dans Salesforce, hein, ça permet de stocker plusieurs décimales. Donc, des fois, tu peux avoir une valeur hein, qui, lors de la conversion, donc il y a une espèce de petit moteur dans Salesforce qui génère latitude longitude hein, sur la base d'un fond de carte. Et Tableau CRM souhaite stocker ça en fait hein, sous la forme d'un chiffre qui a 6 décimales. En gros, c'est un majeur, hein, c'est un chiffre. Et si jamais il en trouve 8, 9 ou 11, il va vous faire une belle erreur en disant erreur de conversion décimale, machin chouette, etc. Si c'est ça, Thomas, l'erreur à laquelle tu fais référence. Oui, c'est ça. Et ensuite, la solution, elle est quand même assez simple. Quand on sait comment faire, bien sûr, comme tout dans la vie, c'est qu'il faut aller dans le digest de l'objet en question, il faut aller sur le champ en question. Et dans le formatage du champ, tu lui forces 6 décimales. Yes. Et du coup, j'en profite pour rebondir encore, désolé, tout arrive à la fin. C'est que du coup, ces informations de format de champ, on les a uniquement dans le digest des data flows. Est-ce que vous avez prévu de les mettre sur les recipes également? Ou Oui. peut-être je passe au travers, mais... Oui. Non, il manque 2-3 bricoles sur les digests des recipes, en effet. Le formatage des champs, c'en est un. L'activation ou la désactivation de PK chunking pour les initiés, le primary key chunking pour récupérer certains objets, c'en est un autre. Par exemple, si on veut récupérer des objets Salesforce System comme picklist value info, pour récupérer les traductions de picklist, les fameux labels, il faut désactiver le PK chunking. Et ça, effectivement, c'est un paramètre qui se met par définition dans les digests. Tout ce qui est first day of week, le formatage du premier jour de la semaine, pareil, ça se met dans un digest. Et ça, c'est des paramètres cachés, en fait, qui pour l'instant ne sont pas supportés dans la recipe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront supportés dans la summer, qui est la prochaine release. Alors, j'ai une autre nouveauté à vous annoncer, c'est qu'il y aura également un outil de migration automatique de Dataflow à recipe dans la prochaine release. Oula, vous voulez dire, oh là là, où est-ce que va Salesforce? Oui, on va progresser. On le savait déjà. Voilà, on va sans doute à terme décommissionner les Dataflow. Pas tout de suite, hein, donc pas de panique. Le nouveau Data Manager en bêta nous donnait un indice. Hein. Oui, sur le côté, il y avait un menu recipe, mais il n'y avait pas de menu Dataflow. Ah. Voilà, exactement. Mais bon, il va se passer des années avant qu'on en arrive là, mais bon, on va commencer à le faire progressivement. Oui, mais j'ai même vu que la fonction SFDX existe. Dataflow to recipe. Ouais. Bien sûr, il faut bâtir une épière avant de partir le produit. Ouais. On m'a dit que c'était pas encore tout à fait au point, donc j'ai pas tenté. Pour l'instant, c'est un pilot, donc on a un certain ensemble de clients qui testent. Si jamais vous souhaitez jeter un coup d'œil, vous pouvez me donner l'ID de Dorg pour que je l'active. Ou peut-être Arthur le fera à ma place parce que c'est un PM. Moi, je suis plus PM. Il va falloir que je m'habitue un peu quand même. Mais voilà, ça se fait. Et puis, ça sortira en bêta lors de la prochaine release. Avec un GA en fin d'année. Comme d'hab. Stéphane, pour l'instant, il n'y a qu'une obligation, mais c'est vrai que dans 2, 3, 4 ans, peut-être les data flows seront amenés à disparaître. Ouais. J'ai une question, rien à voir si jamais vous avez clos ce sujet-là. Ça concernait en fait les champs multivalués.
En fait, j'avais chargé un CSV et il y avait un des champs que je voulais qualifier comme étant multivalué. Et du coup, je me demandais, enfin, j'ai pas réussi à le faire depuis, par exemple, une recipe. Est-ce que c'est quelque chose qui, en gros, par exemple, quand je charge en tant que EdgeMart dans un Dataflow recipe, est-ce qu'il y a un moyen de le flaguer comme J'ai eu le comme même multivalué? cas, Tommy. Bonne question. Ah là, tu as sorti une bonne. Là. Celle-là, je vais pas pouvoir Ouais, je répondre t'en sur le avais champ. parlé. Je t'en avais parlé, Stéphane, de celle-là. Ouais. Bah, après, au pire, ce que tu peux faire, tu peux dénormaliser le modèle. Tu peux sortir deux CSV, tu fais une jointure et tu te fais Je fais moi-même le ton champ multivalue. multivalue après. Ça, je dirais la solution à toute épreuve. L'astuce, c'est Jade justement qui avait trouvé une astuce aussi, mais juste c'était un peu dommage que du coup il faut le faire à chaque fois qu'on change le fichier, c'est de le changer directement dans le l'XMD du Ouais, dataset. c'était ma deuxième option, de bricoler le XMD, de dire de passer le is multivalue égal à true. Ok, mais ok. Mais c'est vrai que s'il y a ça qui vient par la suite, je suis preneur. Et tu me dis que le XMD il saute quand tu recharges le fichier, c'est ça? Normalement, il ne devrait pas. Je crois qu'on n'a pas encore eu le cas, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse attention que ça saute pas. Mais on n'a pas eu le cas que ça En théorie, une fois que tu as gravé un XMD sur un dataset, si tu fais un recharge dans l'interface, ça devrait pas poser de problème. Ça ne devrait pas le faire sauter, mais à tester, ouais. On s'est juste dit qu'il fallait faire attention, mais je pense en effet, ça se trouve, ça va pas poser de problème. Mais je sais que c'était juste un point d'attention qu'on s'était. Je testerai quand même d'abord. En toute transparence, voilà. Je suis toujours du genre à tester moi-même avant de raconter quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça marche. Mais c'est vrai, on roadmap si jamais ça tombe, quoi. Ok, écoutez, si jamais il y a d'autres sujets, n'hésitez surtout pas. Il y a pas mal de sujets qui apparaissent vers la fin, mais c'est tant mieux, on est toujours dans les clous, donc pas de problème. Donc, s'il y en a un autre, n'hésitez pas, sinon on va clôturer pour de bon cette fois-ci. Ce que je pourrais faire, si jamais ça vous intéresse, c'est de créer un groupe Slack de collaboration pour le Data Tribe. Parce que, bon, les questions par mail, des fois on les zappe, des questions en temps réel, des fois on a autre chose à faire, mais des questions en mode asynchrone sur un chat, voilà. On peut tester. Ouais. Carrément. Parce que, bon, l'intelligence collective, des fois, peut porter ses fruits, n'est-ce pas? Ok, on peut en parler en off, si tu veux, Kevin, pour... Oui, après, carrément, ouais. Je suis chaud. Si ça intéresse quelqu'un, je peux... Bien sûr, il n'y aura pas besoin de licence Slack, c'est offert. Hein. C'est la moindre des choses, tout de même. Moi, je suis intéressant. De même. Ok. Très bien. Écoutez, bonne soirée à tous, et puis je vous dis à bientôt. Merci encore, Merci à Jade et tous. Stéphane. Merci. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée. Bye. Ciao. Merci à tous, bonne soirée.